Je m'appelle Claire Dubois et à 41 ans, j'ai bouleversé toutes les certitudes de ma vie. Je suis médecin-chef en chirurgie cardiaque au CHU de Lyon, une profession qui m'a demandé des années de sacrifice et de dévouement. Chaque matin, quand je pousse les portes de l'hôpital, je sens les regards admiratifs de mes collègues et des internes. La professeure Dubois, une référence dans son domaine, une femme qui a tout réussi. Ma vie personnelle semblait tout aussi parfaite. Mariée depuis 20 ans à Philippe Dubois, un des avocats d'affaires les plus respectés de Paris, mère de 2 enfants brillants. Sophie, qui fait la fierté de Sciences Po Paris, et Thomas, qui excelle à l'École centrale de Lyon. Notre appartement haussmannien dans le 16e arrondissement respire le luxe discret de la haute bourgeoisie parisienne. Les meubles d'antiquaire, les tableaux de maître, les tapis persans. Chaque objet raconte une histoire de réussite, de bon goût, de vie bien ordonnée. Philippe est ce qu'on pourrait appeler le mari idéal. Attentionné à sa manière, toujours élégant dans ses costumes sur mesure, il ne manque jamais une occasion de me couvrir de cadeaux luxueux. Des bijoux Van Cleef, des Harpels pour mon anniversaire, des sacs Hermès pour Noël, des week-ends surprises à Venise ou à Londres. Notre vie sociale est un tourbillon d'événements mondains. Vernissage dans les galeries les plus en vue, dîner avec des ministres, vacances à Megève où nous retrouvons le même cercle d'amis chaque année. Pourtant, depuis quelque temps, je ne me reconnaissais plus dans cette vie si parfaitement chorégraphiée. Le matin, face au miroir de ma salle de bain en marbre italien, je regardais cette femme de 41 ans, encore belle mais dont les yeux avaient perdu leur éclat. Mes cheveux châtains, toujours impeccablement coiffés, me semblaient trop sages. Mon dressing rempli de tailleurs Chanel et de robes de créateurs me donnait l'impression d'un déguisement que je portais jour après jour. Mes conversations avec Philippe se résumaient à l'organisation de notre agenda social et aux nouvelles de nos enfants. Sophie a eu une excellente note à son partiel de droit constitutionnel. Thomas est premier de sa promotion en mathématiques. Les Dumont nous invitent à dîner samedi prochain. N'oublie pas le gala de charité la semaine prochaine. Notre intimité s'était progressivement effacée, remplacée par une routine confortable mais vide de passion. La nuit, allongée dans notre lit king size, j'écoutais la respiration régulière de Philippe et je me demandais « Est-ce tout ce que la vie a à m'offrir ?» Cette question me hantait de plus en plus souvent, comme un murmure insistant qui troublait ma vie si bien réglée. C'est dans ce contexte que tout a basculé. Chaque année, j'interviens à la faculté de médecine pour donner une série de conférences sur les dernières avancées en chirurgie cardiaque. Ces interventions font partie de mes obligations et je les assure généralement avec un professionnalisme distant. Mais ce jour-là était différent. L'amphithéâtre était plein, comme d'habitude. Des rangées d'étudiants attentifs, leurs ordinateurs portables ouverts devant eux, prenaient des notes consciencieusement. Je déroulais ma présentation avec l'aisance que donnent 20 ans d'expérience quand mon regard a croisé le sien. Au premier rang, légèrement décalé sur la droite, un jeune homme me fixait avec une intensité troublante. Ce n'était pas le regard habituel des étudiants, mélange de respect et d'ennui poli. Non, ses yeux verts me regardaient vraiment, semblaient en voir au-delà de mon rôle de professeur. Il prenait des notes à la main, dans un carnet relié de cuir, un détail qui m'a frappé dans cet océan d'écran. Ses traits fins, sa mâchoire bien dessinée, ses cheveux bruns légèrement décoiffés lui donnaient un charme mature malgré son jeune âge. J'ai continué ma présentation, mais je sentais sa présence comme une force magnétique. À plusieurs reprises, nos regards se sont croisés, provoquant à chaque fois un léger trouble dans ma voix. Je me suis surprise à ralentir mon débit, à chercher des mots plus précis, comme si je voulais impressionner cet unique spectateur. À la fin de la conférence, alors que les étudiants rangèrent leurs affaires dans un brouhaha de chaises et de conversations, il est resté assis. J'ai répondu mécaniquement à quelques questions d'autres étudiants, tout en le gardant dans mon champ de vision. Quand le dernier étudiant est parti, il s'est levé et s'est approché de mon bureau. « Professeur Dubois, je suis Antoine Leroy. Votre présentation était fascinante, particulièrement la partie sur les nouvelles techniques mini-invasives. » Sa voix était grave, posée, avec une assurance rare chez un étudiant. Il a sorti son carnet.
J'aurais quelques questions plus spécifiques, si vous avez un moment. J'aurais dû lui dire de prendre rendez-vous avec ma secrétaire, comme je le fais habituellement. Au lieu de cela, j'ai entendu ma voix répondre « Bien sûr, voulez-vous qu'on en discute autour d'un café ?» Il a souri, un sourire qui illuminait son visage et faisait pétiller ses yeux verts. « Avec plaisir, professeur. »« Claire », ai-je dit impulsivement. « Appelez-moi Claire. » Ce café a duré 2 heures. Antoine n'était pas un étudiant ordinaire. À 23 ans, il avait déjà une maturité et une culture qui me fascinaient. Fils d'un neurochirurgien et d'une pianiste concertiste, il avait grandi entre Paris et New York. Baigné dans un environnement intellectuel stimulant, il me parlait de ses passions avec un enthousiasme contagieux. La photographie argentique, le jazz des années 50, la littérature russe. Je me surprenais à rire de ses observations pleines d'esprit, à m'animer en débattant avec lui de sujets qui dépassaient largement le cadre médical. Les jours suivants, je me suis surprise à penser souvent à cette conversation. Je me rappelais des détails insignifiants, la façon dont il tenait sa tasse, le mouvement de sa main quand il repoussait une mèche de cheveux, son léger accent quand il citait Tchekhov en russe. Ces pensées me troublaient, mais je les mettais sur le compte d'une connexion intellectuelle rafraîchissante. Une semaine plus tard, Antoine m'a envoyé un email professionnel me demandant un autre rendez-vous pour discuter de son projet de thèse. J'ai accepté en me disant que c'était parfaitement normal dans le cadre de mes fonctions. Cette fois, nous nous sommes retrouvés dans mon bureau. Il avait apporté 2 cafés d'une boutique proche, se souvenant de ma préférence pour le café noir sans sucre. Ces rencontres sont devenues régulières, toujours sous le prétexte de discussions médicales. Mais progressivement, nos conversations dérivaient vers des sujets plus personnels. Antoine me parlait de ses rêves, de ses doutes, de sa vision du monde. Je me surprenais à lui confier des choses que je n'avais jamais dites à personne, pas même à Philippe. Un jour, alors que nous marchions dans le jardin des plantes après une réunion, une habitude que nous avions prise, sa main a frôlé la mienne. Ce contact fugace a envoyé une décharge électrique dans tout mon corps. J'ai retiré ma main précipitamment, mais le mal était fait. Nous savions tous les deux que quelque chose avait changé. Les semaines suivantes ont été une torture douce. Chaque rencontre était chargée d'une tension à peine contenue. Nos regards s'attardaient plus longtemps, nos sourires devenaient plus complices. Je me surprenais à faire plus attention à ma tenue les jours où je devais le voir, à porter des parfums plus légers, à laisser mes cheveux libres plutôt que dans mon chignon habituel. A minha história ainda não acabou. Por favor, considere a hipótese de subscrever o canal. Obrigado, de volta à história. Le point de basculement est arrivé un soir de mai. Philippe était en déplacement à Bruxelles pour une affaire importante. Antoine m'avait invité à dîner dans un petit restaurant du Marais, sous prétexte de célébrer l'acceptation de son article dans une revue médicale prestigieuse. J'aurais dû refuser, mais je n'en avais pas la force. Le restaurant était intimiste, avec des bougies sur chaque table et une musique jazz en fond sonore. Antoine avait réservé une table discrète dans un coin. En le voyant m'attendre, dans sa chemise blanche légèrement déboutonnée, j'ai senti mon cœur s'emballer. Ce soir-là, nous avons parlé de tout sauf de médecine. Le vin aidant, nos confidences sont devenues plus personnelles. Il m'a parlé de sa dernière relation terminée 6 mois plus tôt. Je lui ai confié mes doutes sur ma vie, ce sentiment d'être prisonnière d'une cage dorée. En sortant du restaurant, une pluie fine s'était mise à tomber. Antoine a enlevé sa veste pour me la poser sur les épaules. Son parfum m'enveloppait, me troublait. Nous marchions lentement dans les rues désertes, comme pour retarder le moment de nous séparer. Sous un réverbère, il s'est arrêté et m'a regardé intensément. « Claire », sa voix était rauque. « Je sais que je ne devrais pas, mais… » Il n'a pas terminé sa phrase. Ses lèvres ont trouvé les miennes dans un baiser d'une douceur infinie. J'aurais dû le repousser, penser à Philippe, à ma réputation, à tout ce que je risquais. Mais à cet instant, plus rien n'existait que la chaleur de ses lèvres sur les miennes, ses mains dans mes cheveux, son corps pressé contre le mien. Ce baiser a marqué le début de notre liaison. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de rendez-vous secrets, de moments volés, de passions dévorantes.
Antoine avait un petit appartement dans le 11e arrondissement, un nid douillet rempli de livres et de vinyles. C'est là que nous nous retrouvions, loin des regards indiscrets. Avec lui, je redécouvrais mon corps, mes désirs, mes rêves enfouis. Il me photographiait souvent, capturant des moments d'intimité que je n'aurais jamais imaginé partager. Dans ses bras, je n'étais plus la respectable professeure Dubois, mais simplement Claire, une femme désirante et désirée. La culpabilité était là, bien sûr, toujours présente comme une ombre. Chaque retour à la maison était un exercice d'équilibriste. Je détestais mentir à Philippe, inventer des réunions tardives ou des dîners professionnels. Parfois, en regardant nos photos de famille sur les murs du salon, je me sentais horrible. Mais je ne pouvais pas renoncer à Antoine. Il était devenu mon oxygène, ma bouffée d'air frais dans une vie trop étouffante. Les mois ont passé ainsi, entre passion dévorante et remords lancinants. Antoine ne me pressait jamais, ne me demandait rien. Il acceptait notre relation telle qu'elle était, secrète et intense. Nous vivions dans une bulle, conscients que le monde extérieur finirait par nous rattraper, mais repoussant ce moment autant que possible. Un jour d'automne, alors que nous prenions un café dans notre bistrot habituel de Montmartre, Antoine m'a annoncé qu'il avait reçu une proposition pour un poste de chercheur à l'hôpital Johns Hopkins de Baltimore. Mon cœur s'est arrêté. Je savais que ce moment viendrait, qu'une histoire comme la nôtre ne pouvait pas durer éternellement. Antoine avait toute sa vie devant lui. Il ne pouvait pas la gâcher dans une relation sans avenir avec une femme mariée de presque 20 ans son aînée. Cette nouvelle a provoqué en moi un tourbillon d'émotions contradictoires. Une partie de moi voulait le supplier de rester, de choisir un autre hôpital à Paris. Mais je savais que c'était égoïste. Antoine méritait mieux qu'une histoire cachée, des rendez-vous furtifs et des mensonges permanents. Le destin, cependant, avait d'autres plans. Le soir même, en rentrant chez moi, j'ai trouvé Philippe dans son bureau, l'air grave. « Claire, il faut qu'on parle. » Mon sang s'est glacé. Avait-il découvert quelque chose? Qui nous avait vus? « Je sais tout », a-t-il dit simplement. Mon monde s'est écroulé. Les excuses se bousculaient dans ma tête, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Philippe a continué. « Je sais que tu n'es plus heureuse avec moi depuis longtemps. Je te vois t'éloigner jour après jour. Et je dois t'avouer quelque chose. J'ai moi aussi rencontré quelqu'un. La surprise m'a coupé le souffle. » Philippe m'a alors raconté sa propre histoire, sa relation depuis 8 mois avec Sylvie, une avocate de son cabinet. Elle avait 45 ans, était divorcée et ils s'étaient rapprochés naturellement en travaillant ensemble sur des dossiers. Il ne l'avait pas cherché, c'était arrivé comme pour moi avec Antoine. Cette nuit-là, Philippe et moi avons parlé comme nous ne l'avions pas fait depuis des années. Sans reproche, sans amertume, nous avons déroulé le fil de notre histoire, comprenant comment nous en étions arrivés là. Nous avions été tellement occupés à maintenir les apparences d'un mariage parfait que nous en avions oublié de nous parler vraiment. Les semaines suivantes ont été intenses. Nous avons décidé de nous séparer, mais de le faire avec dignité et respect. Nos enfants ont été la priorité. Un dimanche, nous les avons réunis pour leur annoncer notre décision. À notre grande surprise, ils ont semblé presque soulagés. « On sentait quelque chose n'allait plus entre vous depuis longtemps », a dit Sophie. Thomas a ajouté « L'important, c'est que vous soyez heureux, même si c'est séparément. » Leur maturité m'a bouleversée. Nos enfants avaient grandi, et nous ne nous en étions même pas rendus compte, trop occupés à maintenir les apparences. Cette conversation a marqué un tournant. Pour la première fois, je me sentais libérée du poids de la culpabilité. Quelques jours plus tard, j'ai retrouvé Antoine dans son appartement. Je lui ai tout raconté. La découverte de Philippe, sa liaison avec Sylvie, notre décision de nous séparer. Il m'a écoutée en silence, ses yeux verts fixés sur moi avec une intensité qui me faisait frissonner. « Et maintenant ?» a-t-il demandé doucement. Cette simple question m'a fait réaliser la complexité de notre situation. Même libre, même divorcée, pouvais-je vraiment envisager une relation officielle avec un homme de presque 20 ans, mon cadet? Le monde médical parisien était petit, les rumeurs allaient bon train. Ma réputation professionnelle, que j'avais mis tant d'années à construire, pourrait en souffrir.
Antoine a semblé lire mes pensées. « Je refuse que tu sacrifies ta carrière pour moi, Claire. Baltimore est une opportunité unique, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle je dois partir. Nous savons tous les deux que notre histoire, aussi belle soit-elle, n'était pas destinée à durer éternellement. » Ces mots m'ont fait mal, mais je savais qu'il avait raison. Notre liaison avait été un catalyseur, nous permettant à tous deux de grandir, de changer, de nous retrouver. Mais ce n'était pas notre destination finale. Les dernières semaines avant son départ ont été intenses. Nous vivions chaque moment comme si c'était le dernier, conscients que notre temps était compté. Je l'ai accompagné visiter des galeries d'art, découvrir des jazz clubs cachés dans des caves du quartier latin, explorer des quartiers de Paris que je ne connaissais même pas. Un soir, dans son appartement, entouré de cartons de déménagement, nous avons écouté du Miles Davis en buvant du vin rouge. Antoine m'a montré toutes les photos qu'il avait prises de moi pendant notre liaison. Des images en noir et blanc qui capturaient des moments de bonheur pur. Moi riant aux éclats sur un banc du Luxembourg, endormie dans ses draps un matin d'été, contemplative devant une fenêtre un jour de pluie. « Je voudrais que tu les gardes », m'a-t-il dit en me tendant une enveloppe contenant les tirages. « Pour te rappeler que tu n'es pas seulement la professeure Dubois, tu es Claire, une femme extraordinaire qui mérite d'être heureuse. » Le jour de son départ est arrivé trop vite. Nous nous sommes dit au revoir dans le jardin des plantes, là où tout avait commencé. Pas d'adieu déchirant à l'aéroport, pas de promesses impossibles. Juste un dernier baiser, une dernière étreinte et le courage de nous laisser partir. Les mois qui ont suivi ont été une période de transformation. Philippe et moi avons finalisé notre divorce dans la sérénité. Il a emménagé avec Sylvie dans le 7e arrondissement et contre toute attente, nous avons réussi à maintenir une relation amicale pour le bien de nos enfants, mais aussi pour le nôtre. J'ai vendu notre appartement du 16e et j'ai acheté un loft dans le Marais. Pour la première fois de ma vie, j'ai décoré un espace entièrement selon mes goûts. Des murs blancs pour accrocher des photographies d'art, des meubles contemporains mélangés à des pièces chinées aux puces, une cuisine ouverte où je me suis mise à expérimenter des recettes exotiques. Ma vie professionnelle a également pris un nouveau tournant. J'ai accepté un poste de directrice de la recherche, ce qui me permettait de consacrer plus de temps à l'innovation médicale et moins aux obligations mondaines. J'ai commencé à donner des conférences internationales, voyageant seule pour la première fois de ma vie. Antoine et moi sommes restés en contact de manière sporadique. Des emails occasionnels, des messages pour nos anniversaires respectifs. Il s'épanouissait à Baltimore, développant de nouvelles techniques chirurgicales, publiant des articles remarqués. Je suivais ses succès avec un mélange de fierté et de tendresse. 2 ans ont passé ainsi. Un matin de printemps, en consultant mes emails professionnels, j'ai trouvé un message d'Antoine. Il revenait à Paris pour un congrès international de cardiologie. Un café, en toute amitié, proposait-il. J'ai accepté sans hésitation. Cette fois, nous nous sommes retrouvés dans un café branché du canal Saint-Martin, loin de nos anciens lieux de rendez-vous. Antoine avait à peine changé, peut-être un peu plus mature, plus posé. Il m'a parlé de sa vie à Baltimore, de ses recherches, de Jenny, une radiologue qu'il fréquentait depuis quelques mois. Je lui ai raconté mes changements, mon nouveau travail, mes voyages. Nous avons ri de nos souvenirs communs, sans amertume ni regret. En le regardant, j'ai réalisé que l'attraction physique était toujours là, mais transformée en quelque chose de plus doux, de plus sage. « Tu sais, » m'a-t-il dit en partant, « tu as été mon plus bel apprentissage de la vie. Tu m'as appris qu'aimer, c'est aussi savoir laisser partir. » Aujourd'hui, à 44 ans, je regarde ma vie avec une sérénité nouvelle. Je suis une femme différente de celle qui a rencontré Antoine dans cet amphithéâtre il y a 3 ans, plus forte, plus libre, plus authentique. Philippe et Sylvie se sont mariés l'été dernier et j'ai dansé à leur mariage avec une joie sincère. Mes enfants s'épanouissent dans leur vie d'adulte et notre famille recomposée fonctionne étonnamment bien. J'ai repris la photographie, une passion que j'avais abandonnée à 20 ans. Les photos d'Antoine m'ont inspirée à explorer cet art sous un nouvel angle. J'ai même exposé quelques-unes de mes œuvres dans une petite galerie du Marais. Quant à l'amour,
Je ne cherche rien, je ne force rien. J'ai appris que la vie nous réserve toujours des surprises. La semaine dernière, lors d'une conférence à Genève, j'ai rencontré un neurologue italien passionné d'opéra. Nous avons parlé pendant des heures et pour la première fois depuis Antoine, j'ai senti cette étincelle, cette possibilité de quelque chose de nouveau. Je ne sais pas où cela me mènera, mais je n'ai plus peur de l'inconnu. Ma liaison avec Antoine n'était pas une erreur, mais une étape nécessaire dans mon parcours. Elle m'a appris que l'amour peut prendre de nombreuses formes, que parfois il faut se perdre pour mieux se retrouver, et surtout que le plus grand amour que l'on puisse avoir est celui que l'on se porte à soi-même. La vie continue, avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines. Mais maintenant, je la vis pleinement, authentiquement, sans masque ni faux semblant. Et c'est peut-être ça, finalement, le plus beau des cadeaux qu'Antoine m'ait fait, la liberté d'être moi-même.